émission 895. Cette semaine, Predator vs Black Panther. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Même le film Assault of the Party Nerds. Même ça, c'est incroyable. Benoît Mercier Micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres vous disent « ça va, habitant, va habitant ». Hein? Va habitant. Ouais. Polémique de boîte de marde. Je vous présente à l'instant le premier, le titre de son autobiographie sera Chen et le VHS Tracking. Simon Chénier est avec nous. Salut, Simon. Bonjour. Ouais, petite référence au VHS. Ça faisait longtemps. Oui. Tu vois? Avant, c'était juste ça, mon inspiration. Maintenant, j'essaie d'élargir, mais là, cette semaine, je n'étais pas trop inspiré. Ouais, ben c'est bien correct. On retourne au classique. Ouais. Ça. Hey, on va être rejoint par notre ami Laurent Boutin qui termine son corps sur une librairie quelconque à Montréal, située sur Saint-Denis, qui vend des BD. OK. Ouais. C'est ça. Hein, il ne paye pas, fait qu'on fait pas de pub. Donc, il se rejoint à nous un peu plus tard. On fait un petit show là, de ta poche en fin d'émission. On parle de Predator vs Black Panther de Benjamin Percy. On avait parlé déjà là, de Predator vs Wolverine, puis on avait aimé ça. Puis on va parler de ça en fin d'émission. Soirée d'élection fédérale pour les gens qui ne sont pas au Canada, qui ne sont pas au courant. Une grosse journée d'élection. Les gens attendent ça avec beaucoup d'appréhension, j'ai l'impression. Je pense que oui. Et doit aller voter. T'es-tu allé voter, toi, Simon? Oui, je suis allé voter. Je suis allé voter tantôt. Je suis allé voter, moi, en anticipation la semaine passée. Mm-hmm. J'ai fait mon devoir de citoyen. J'espère que vous avez fait votre devoir de citoyen à la maison. Puis on va regarder ça après. Fait qu'on va faire un petit show. On va essayer je vais aller écouter la lutte. quelque chose de plus constructif, probablement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hey, Simon, avant que je l'oublie, parce que tu m'en as parlé, puis si les gens sur le Discord des Mystérieux Étonnants sont au courant, mais tu as finalement lancé ton Patreon. La page est disponible. Je vais poster ça un peu partout ce jeudi, le 1er mai, parce que je vais mettre mon premier vrai post, mon premier montage vidéo mixtape jeudi. Mais oui, la page est disponible. C'est Patreon/chaîne vidéo, c'est HEN vidéo. Puis c'est ça. C'est en ligne. Puis ça va être quoi? À propos de quoi exactement? Qu'est-ce que les gens peuvent avoir sur le Patreon de ton Patreon à toi? C'est qu'une fois par mois, je vous propose un mixtape vidéo de plein d'archives, d'affaires qui me font rire, autant de la vieille pub que des extraits de films, des films que je parle au show, de la télé québécoise, ou ça peut être la télé un peu partout, mais surtout québécoise, parce que c'est ça qui me fait rire. Puis je mets ça dans un petit montage d'une heure et quart. Puis là, c'est ça. C'est comme si je le vendais au monde. Parce qu'avant, tu le faisais, mais tu le rendais disponible pour tes amis. Ouais, c'est ça. Puis là, je me suis dit, en fait, il y a du monde qui m'ont dit, tu devrais mettre ça en ligne. Là. Puis là, j'étais, C'est Étienne Forêt qui t'a dit ça? Entre autres, ouais. Fait que c'est ça. Puis ça commence slow. Là. Je dirais que le premier, c'est peut-être pas le... c'est un bon début, mais à un moment donné, je m'habitue avec le montage aussi, fait que ça devient plus intéressant puis plus punché, fait que j'ai hâte que les gens voient ceux-là surtout. Excellent. Donc c'est patreon.com/chaîne vidéo CHENVIDEO pour les gens qui s'intéressent, puis tu vas lancer ça ce 1er mai, donc c'est cette semaine. Ouais. Donc voilà, fait que ça va être disponible. Moi, j'ai pas grand-chose pour commencer. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai un message vocal d'un auditeur qui est aussi un membre du Discord des Mystérieux Étonnants, parce que vous le savez, vous pouvez laisser des messages vocaux. On va les faire jouer. On accepte presque tout. Hein. Donc, son nom, c'est Togi. C'est un membre, disons, actif du Discord des Mystérieux Étonnants. Puis, lui, il est vraiment dans le lore... Parce que je pense qu'il y a plusieurs intérêts, mais il est dans le lore de comment ça s'appelle, Colin? Warhammer 40K. OK? Une affaire là, que tu veux pas mettre ton pied dedans parce que me connaissant, je vais comme juste lire du lore de Warhammer 40K pendant genre 1000 ans. Là. Puis il a essayé de nous expliquer
c'est quoi ce lore-là, je connaissais pas ça. Fait qu'il nous a laissé un message d'à peu près une heure, j'allais dire une heure. Une minute et demie. OK, on a des vacances. Oui, c'est ça. On va prendre une pause. C'est ça le show cette semaine, finalement. Puis on va l'écouter. Puis écoute, je l'ai pas écouté au complet, fait que j'ai aucune idée où ça s'en va. Là. Fait que, OK. Je me lance un peu à Fred comme ça. Bonjour les mystérieux. C'est Toggy. J'ai 90 secondes. Je vais être succinct. J'aime 40K pour le lore absurde. Je suis pas capable de peinturer. Salut tout le monde qui peinture des affaires. Je comprends pas comment vous pitchez pas tous vos objets de peinturage ces murs. James Workshop, la compagnie qui fait 40K, a basically volé n'importe quel trait culturel ou histoire qu'elle a croisé puis l'a mis dans 40K. On va en parler souvent dans mes sections SpeakPipe si jamais le monde trip. OK, c'est récurrent. Il se part une chronique. La première affaire que je veux dire, c'est que Warhammer 40K, c'est comme si quelqu'un essayait de t'expliquer Donjon Dragon avec certaines technologies, puis qu'à tous les 5 minutes, il se faisait une clé. Puis il écoutait du Metallica, là, donc ça devient agressif vite. OK. Warhammer 40K, là où rien fait du sens parce que tout fait du sens. Prochain épisode, le pouvoir magique des orques. Vous, comment que je mets comme une structure, pas structure? Hein? Ouais, merci, Toggy, I guess. T'as commencé à essayer d'expliquer quelque chose à 43 secondes. Fait que je te dirais, sois plus concis la prochaine fois. Je veux savoir le nom de son pusher. Non, Toggy, il parle de même, là. C'est pas. C'est comme ça. C'est un personnage sur le Discord, on l'aime beaucoup. Ouais. Mais oui, tu peux revenir avec. Mais c'est vrai que tu sonnes sourd. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'il parle. Je l'aime beaucoup, Toggy. Louis-Charles, de son vrai nom. Donc, Louis-Charles, si tu veux laisser un message où tu vas vraiment expliquer le lore, vas-y. Cette semaine, je suis pas sûr que tu as expliqué de quoi. Mais j'apprécie l'effort. Ouais. J'apprécie beaucoup l'effort. Si vous voulez c'est Donjon Dragon avec la technologie. Oui. Puis là, après, ils ont il a bifurqué un peu. Il a parlé de clé. C'est ça. Ouais. Donc, si vous voulez laisser un message comme Toggy, si vous voulez nous expliquer du lore ou question, commentaire, n'importe quoi, l'adresse est dans le descriptif de l'épisode. C'est notre plateforme qu'on utilise. Ça s'appelle SpeakPipe. Le lien dans le descriptif. Vous pouvez laisser commentaires, suggestions. Ça peut être de quelques secondes à 1 minute et 30 secondes au total. Puis vous pouvez écouter votre message avant de l'envoyer. Tu vois, cette semaine, c'est juste Toggy qui a envoyé un message. La semaine prochaine, avec Johan, j'espère que vous allez être en mesure de nous envoyer des messages là, pour vous entendre. On aime ça. Je trouve ça cool de vous faire participer au show. Donc, participez en grand. Sinon, toi, Simon, tu veux-tu commencer les nouvelles cette semaine? On va commencer avec ton jingle? Oui. Oh, attends une minute, moi, tu l'as trouvé. Je devrais comme le chercher avant de le coller. Jane! Et voilà. Vu que, tu sais, je suis pas régulier au show, là. Je suis comme là, une fois aux 2 semaines, j'ai comme un peu laissé tomber les sorties de la semaine de Blu-ray. Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai une nouvelle à propos des Blu-ray. Mais tu peux parler de la sortie de la semaine de cette semaine-là quand t'es là. Ah, c'est sûr, mais on dirait que j'en achète moins aussi, fait que je suis comme moins motivé à le faire. Mais il y a une nouvelle qui est sortie récemment. Même au show, j'ai parlé que Shout Factory avait fait l'acquisition d'une banque de films du cinéma de Hong Kong. Mm-hmm. Une compagnie que je me souviens pas, c'est pas Gordon Harvest, mais c'est un autre. Mais bref, là, eux, Shout Factory ont annoncé qu'ils créaient une étiquette ou un sous-label qui va s'appeler Hong Kong Classics ou Hong Kong Cinema Classics. Et, ah oui, ça va-tu être des films d'Hong Kong? Tu penses? Une théorie de même. Puis là, j'ai décidé de prendre leur communiqué de presse et de le passer dans Google Translate. Oh bon, tu vois, tu joues avec ta structure, là. Puis là, ça faisait longtemps que je l'avais fait. Puis là, maintenant, Google Translate a l'option French entre parenthèses Canada. Ah ben.
Je sais pas si c'est quoi la Il différence. s'actue, c'est quoi? J'ai aucune idée. Mais bon, c'est l'heure de l'action à plein régime et des aventures cinématographiques exaltantes cet été, alors que Shout Studio dévoile Hong Kong Cinema Classics, une nouvelle étiquette de divertissement mettant en vedette un trésor des chefs-d'œuvre les plus captivants et les plus cinématographiques de Hong Kong sur les plateformes de divertissement numérique en 4K et en édition définitive UHD et Blu-ray pour les étagères de divertissement à domicile des collectionneurs. Au début, tu vois, j'étais comme Google Translate s'est amélioré, mais vers la fin, vers le milieu, il s'est perdu. Ouais, il y a une couple d'affaires, là. Un trésor, des chefs-d'œuvre et une étagère de divertissement. Puis, OK. Pour les prochaines sorties de Hong Kong Cinema Classics, Shout Studio, en collaboration avec les Hong Kong Film Archive, a travaillé avec diligence pour remasteriser et restaurer plusieurs succès précieux, tous numérisés en 4K, époustouflants à partir des négatifs de la caméra originale. La caméra. Là, il y a juste une caméra. Ouais. Comme ça, tu filmes à Hong Kong. Ouais. La vidéo et l'audio ont été restaurés et les sous-titres ont été nouvellement traduits. Avec les fans à l'esprit, Shout Factory produit actuellement une variété de contenus, blablabla. En tout cas. Fait que c'est ça. Puis là, on a quelques titres. Premièrement, je vais vous parler de ceux qui vont sortir juste en... Ils font une sortie digitale, donc en des versions physiques. Non, pas physique, justement. Digital, numérique, excuse-moi. Numérique. Des exclusivités numériques ou ils commencent? Je pense qu'il y en a qui c'est des exclusivités, mais éventuellement, sûrement, qui vont devenir des sorties physiques. Ouais, parce que c'est un peu leur truc à eux, là. C'est de sortir des versions de films que personne a mis la main dessus auparavant ou des éditions très rares ou qu'importe. Là. C'est ça. Donc là, le 24 juin, fête nationale. Oui, c'est vrai. Et on va célébrer. On va célébrer avec Hard Boiled de John Woo et City on Fire de Ringo Lam, deux excellents films. Et le 8 juillet, on va avoir les trois A Better Tomorrow, les deux premiers de John Woo et le troisième de Tsui Hark. Et je dois dire que le premier Better Tomorrow est un des meilleurs films que j'ai vus. Surtout du cinéma de Hong Kong, là. J'ai adoré ce film-là. Après, on a le 22 juillet, Peking Opera Blues. Ça, je ne le connais pas. Je suis intrigué de Tsui Hark et de Killer par John Woo, son autre grand classique de Hong Kong. Le 5 août, on a A Chinese Ghost Story 1, 2 et 3. Je sais que Yohan est grand fan de ces films-là, qui les a fait écouter à ses enfants il n'y a pas si longtemps. Ah, okay. À ses enfants? Ouais, je pense que c'est accessible, là. C'est parce que Ghost Story, j'aurais cru que c'était épeurant ou... Ouais, mais ça, je pense que c'est quand même... ça peut être le fun. Okay. Et le 19 août, on a Bullet in the Head de John Woo, que je n'avais aucune idée que ça existait, et j'ai regardé le trailer, et ça a l'air incroyable. Fait que ça me fait un John Woo à regarder bientôt. Et pour les collections physiques, on a le 29 juillet, on va avoir un box set de la Jet Li Collection. 5 films de Jet Li en 4K et en Blu-ray, dont Fist of Legend, Tai Chi Master, Fong Sei-yuk et Fong Sei-yuk 2. Là, sûrement, je l'ai prononcé tout croche, mais laissez-moi une chance. Et The Bodyguard from Beijing. Et ça va être... c'est 150$ canadiens. C'est cher, mais c'est quand même Jet Li en 4K. Ça vaut le 4K, oui. Ça vaut le 150$. C'est ça. On va avoir une version physique de City on Fire le 26 août et le 23 septembre, Peking Opera Blues en 4K aussi. Est-ce quelque chose là-dedans qui te tente? Oui. Je pense que c'est sûr que je vais attendre Bullet in the Head en Blu-ray et toutes les Better Tomorrow en Blu-ray aussi. City on Fire, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Fait que, tu sais, ça me tente, mais je l'achèterai sûrement pas tout de suite. Il faudrait que je me renseigne pour Peking Opera Blues. Ça a l'air le fun. Le titre est nice, Peking Opera Blues. Ouais. Puis Jet Li, ça me tente, mais je pense que je n'ai vu 4 sur 5. Fait que je suis comme, je vais attendre aussi, tu sais, je vais voir.
OK. Mais c'est ça. Ça a l'air... c'est le fun au moins que ça se fait parce que c'est des films que... Sinon, c'est tough perdu. Là, c'est ça, c'est dur à trouver sinon... Fait que tant mieux si on peut de Shout, jouir de ces films. Tu dis que tu veux attendre, mais il me semble que les éditions finalement finissent par... Le stock finit par... comment je peux dire ça? Se rompre assez rapidement, se vider assez rapidement. Puis après, les éditions, ils sont super chers. Ou... Non, Shout, c'est pas si pire. C'est plus Severance? Ouais, c'est plus Vinegar Syndrome. Ça peut s'épuiser rapidement. Shout, ça s'épuise, mais t'as quand même comme un jeu d'une peut-être 2-3 ans. Là, OK. Fait que je verrai. Bon, 2-3 ans, t'as le temps. T'as le temps de péter 3-4 fois. C'est ça, j'ai le temps de faire faillite. Là. Commencer à m'acheter des affaires après. C'est bon, parfait. Merci Simon. Moi, j'ai une petite nouvelle concernant, en parallèle, ce dont on va parler en fin d'émission. Parce qu'en fin d'émission, je le rappelle, on parle de Predator versus, ou plutôt Predator versus The Black Panther, oui. Et on a appris la semaine passée que c'est en fait tout ça, là, les Predator versus Black Panther, les Predator versus Wolverine et Predator versus Spider-Man, qui a été lancé d'ailleurs la semaine passée. J'ai lu hier, j'ai lu le premier numéro. Ça a l'air fucking bon. Hein. Ils sont tous écrits par Benjamin Percy d'ailleurs. C'est violent pour un Spider-Man, mais c'est un prédateur aussi. Là. Nice. Donc, tout ça, en fait, c'était tous des titres qui étaient, on pensait, ce qu'on appelle des stand-alone, donc qui se contenant eux-mêmes. Mais finalement, ça fait partie d'un tout et ça va culminer dans une série qui a été dévoilée la semaine passée. Le nom de la série, ça s'appelle Predator Kills de Marvel Universe. Donc, c'est le Predator versus les Avengers, les X-Men, les Fantastic Four et les personnages qui ont eu des crossovers avec les Yonji, les Yonchi, comment t'appelles ça, les Yonta? Quoi le nom de cette bébête-là dans Fantastic Yonja. Voilà, c'est ça le nom des Predators. Donc, c'est ça, finalement, tout ça était pas... C'était finalement une trilogie non officielle qui va culminer avec Predators Kills de Marvel Universe. Ça va être écrit par Benjamin Percy, comme tous les Predator Versus ont été écrits. Et ça sera dessiné par Marcelo Ferreira, qui est le dessinateur de Predator versus Spider-Man, dont tu as commencé la lecture la semaine passée. Le premier numéro va être disponible le 5 octobre... Le premier numéro va sortir en août prochain. Il va y avoir 5 numéros au total. Puis on va avoir l'histoire, c'est un roi Yonja qui vient envahir la Terre avec un arsenal fait de vibranium. Donc ça fait un peu faire référence à ce dont on va parler en fin d'émission. Puis on peut s'attendre à la mort de certains personnages parce que ce n'est pas canon. Je pensais que la série de Wolverine... moi, je trouvais que ça s'intégrait très, très bien avec l'origine du personnage parce qu'on voyage un peu dans le temps. C'est Wolverine à certaines époques qui est traqué par un Predator. Mais là, avec le Black Panther dont on a fait la lecture, on voit que c'est probablement dans un univers alternatif. Donc, il y a des personnages qui risquent de mourir dans le crossover qui va commencer, je le rappelle, en août prochain. Okay. Une bonne prémisse, c'est Benjamin Percy, c'est un bon auteur. Puis, à date, c'est ça. C'est lui qui a mis la main à la pâte pour tous ces numéros-là. Donc, je suis content qu'il y ait une conclusion, puis c'est lui qui l'amène de l'avant. Excellent. On continue avec toi, mon cher Simon? On peut bien. OK, t'as une minute. Voilà. Je peux te parler de certains films que j'ai écoutés dans les derniers temps. Je vais commencer par un film. OK. J'ai commencé à écouter un nouveau podcast qui s'appelle The PM Entertainment Podcast. Pour Pépin Méry? Exactement. La maison de production Pépin Méry. Oh. Ouais, un podcast qui se concentre là-dessus. Et le premier épisode était sur un film qui s'appelle The Sweeper, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, avec C. Thomas Howell, qui était un acteur qui était quand même en jus dans les années 80. Okay. C'était le grand frère dans E.T. Il a fait des films de la Brat Pack, là, puis il a fait... C'est ça, il y a une partie de sa vie où il a donné dans le cinéma d'action à la Pépin Méry. C'est pour ça qu'il était célèbre d'ailleurs, cette maison de production. Il faisait la sortie en VHS en quantité industrielle. Puis dans le podcast, c'est ça, il parle un peu de la carrière de C. Thomas Howell et il parlait d'un autre film un peu dans le genre de Sweeper. C'est un film qui s'appelle Suspect Device. Et là, je me suis dit, je vais regarder ça. Ouais. Fait que c'est pas un film de Pépin Méry, mais ça a l'esprit. C'est vraiment un gros film d'action.
pour ceux qui savent de quoi je parle quand je parle de Pépin-Méry, comme toi, Benoît. Oui. On a écouté beaucoup. C'est ça. Tu te souviens du film Rage, qui était quand même... c'est niaiseux, mais c'est un maudit film d'action non-stop. Je sais pas comme tel de Rage, mais quand je pense à Pépin-Méry, j'ai beaucoup de scènes, et c'est surtout parce qu'ils réutilisaient souvent leur footage, beaucoup de scènes d'explosion dans des usines désaffectées de LA. C'est ça l'image que j'ai mentale. Okay. Puis, ben, c'est ça, là, on n'invente pas des choses. Là. Ils réutilisaient le même footage souvent dans leurs différentes productions. C'était cheap, là, mais il y a beaucoup de cœur dans ces films-là. Ouais. Puis, d'ailleurs, j'ai appris par le podcast que un des cascadeurs ou celui qui s'occupait de faire d'organiser les cascades, comme un chorégraphe de cascade, je sais pas trop. Il a travaillé sur les films de Captain America et les Fast and Furious. Le plus récent film de Captain America. Ouais. Bon. Fait que, tu sais, je pense que ça pouvait être une école pour certaines personnes. La quantité de dynamite qu'il devait manipuler, oui, j'ose espérer. Mais c'est ça. Là, Suspect Device, c'est sorti en 95 et c'est un film fait pour la télé, pour le poste Showtime. Et je le compare à Rage parce que Rage était pas mal de l'action non-stop. Et celui-là, c'est un peu ça aussi, mais il y a un peu plus de sci-fi. Fait que là, c'est l'histoire d'un gars qui découvre... En fait, il y a des rêves, il y a des cauchemars où il voit des gens arriver puis mitrailler plein de monde de son entourage. Puis là, il se réveille, puis là, il s'en va travailler. Puis là, pendant qu'il travaille, il découvre... quelque chose sur son ordinateur, on sait pas trop c'est quoi. Okay. Puis là, après, il fait une sieste, puis là, il se réveille. Non, en fait, pendant sa sieste, il y a du monde qui arrive puis qui tire tout le monde. Puis là, il se réveille, mais finalement, ils ont vraiment tué tout le monde. Okay. Mais là, finalement, on apprend que c'est lui qui aurait tué tout le monde. Puis là, il comprend rien. Puis là, il rentre chez eux. Sa femme le reconnaît pas. Elle sait pas c'est qui. Ses amis le reconnaissent pas. Puis là, il est on the run, poursuivi par des agents du gouvernement, la police, des méchants, puis tout ça. Mais là, on apprend que peut-être qu'il est même pas... C'est peut-être même pas un humain, parce que là, il est capable de se battre en faisant des arts martiaux qu'il ne savait pas faire avant. En tout cas, fait que je veux pas trop vendre de punch. Si jamais il y en a qui le veulent, qui veulent le regarder, c'est disponible sur YouTube. Là. Ouais. Mais... c'était tout un spectacle, c'était beaucoup d'action, une prémisse un peu niaiseuse que tu te demandes où ça s'en va, mais ça te fait te poser des questions tout le long, fait que t'es engagé avec le film, fait que pour quelque chose de cheap, c'était quand même assez divertissant. Laisse-moi te poser une question, est-ce que c'est ce genre de matériel qu'on peut retrouver sur ton Patreon éventuellement, des extraits de ce film-là, par exemple? Oui, ça va il pourrait en avoir. Rappelle donc le titre, si tu dis qu'il est sur YouTube. Suspect Device. OK. Pourquoi on n'a pas parlé de ça au lieu du film de merde dont on a parlé il y a 2 semaines? Écoute, c'est parce que c'est pas un Vanity Project. Ouais. Tu me dis, j'ai le goût d'un Vanity Project. Oui, je me suis fait souffrance, violence à moi-même. J'ai rentré dans... Moi, je pense que tu m'as tendu un piège parce que c'était la pochette qui a vendu le film. Ouais, j'avoue. C'est dégueulasse. Je sais pas s'il y a des gens qui ont été tentés par notre discussion concernant le film d'Ali Can Dance, mais on vous rappelle qu'il est disponible en intégralité sur YouTube. Ouais. Puis c'est une expérience cinématographique. Je pense que Toggy l'avait écouté. Toggy, Toggy, je pense qu'il a commencé à l'écouter, mais je sais pas s'il l'a écouté au complet, selon ses dires sur le Discord, parce qu'il a trouvé ça très rough. C'est sûr que c'est le genre de film qu'il faut que tu écoutes en compagnie de quelqu'un. Ouais. Puis pas n'importe qui. Non, pas n'importe qui, parce que moi, j'ai commencé à l'écouter avec quelqu'un, puis disons que c'était son premier douteux, puis ça a comme pété le mood un peu. C'est difficile à expliquer l'intérêt, tu sais. J'avais tellement d'enthousiasme à l'écouter avec quelqu'un. Non, mais tu comprends pas, ces gens-là, ils font des films, mais c'est des mauvais films, mais ils se mettent tout en scène, puis t'as juste l'air d'un crackpot qui essaie de justifier d'écouter quelque chose, mais qui est mauvais. Mais non, c'est ça. Faites-vous une petite écoute de gang, puis vous allez trouver votre compte là-dedans. Moi, j'ai une autre nouvelle concernant un sujet que je ramène à chaque épisode, Simon, quand toi, t'es là particulièrement.
Je parle de Kevin Smith encore une fois cette semaine. Ah ben. À chaque fois qu'il y a une nouvelle concernant Kevin Smith, je suis content parce que je me dis, je vais la ramener au show, puis c'est comme mon dada. Je l'aime, Kevin Smith. Kevin Smith, qui est pas un étranger au milieu du comic book, non seulement c'est un fan depuis des années, ça fait partie de son œuvre, il y a beaucoup de références, mais aussi il écrit du comic book. Et là, il va publier un 3e volume d'une série d'anthologies qui s'appelle Quick Stops, donc Quick Stop volume 3. Qui sont tous publiés chez Dark Horse Comics. Les 2 premiers volumes sont disponibles chez Dark Horse Comics. Et ça se déroule, toutes ces histoires de l'anthologie, dans le View as View Universe. Donc, l'univers partagé des films où on va voir des personnages de Chasing Amy, de Clerks, de Jay Silent Bob et compagnie. Donc, ça va être publié auparavant à ce qu'on appelle single issue, donc 4 numéros qui vont être éventuellement disponibles dans un 3e volume. Et ils sont tous écrits par Smith. Et ils vont être dessinés par différents artistes. Donc, chacun des numéros va être dessiné par un artiste. On a John Spiegelmeyer, on a Ryan Gadja, Mark Rennill et Ahmed Rafat. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans Quick Stop volume 3? On a le fameux comic book que Holden McNeil, le personnage qui jouait dans Ben Affleck dans Chasing Amy, il a publié un numéro. Ben, c'est ce fameux numéro-là qu'on va finalement lire dans Quick Stops. Ah, okay. On a 2 courtes histoires. Kevin Smith est connu comme étant un gars qui est un ami fidèle. Il met ses amis dans ses films, il fait participer de différentes façons, que ce soit des caméos, il travaille souvent avec les mêmes gens. Et il a travaillé jadis avec Shannon Doherty, qui a joué un des personnages dans le film Mallrats, et qui a eu un petit rôle aussi, une apparition dans Jay Silent Bob Strike Backs. Sauf que Shannon Doherty, elle est décédée l'année dernière. Et il rend hommage à son ami dans un numéro. Donc, c'est 2 histoires dans le même numéro qui vont rendre hommage à Shannon Doherty, l'artiste, l'actrice, et son personnage qui vient de Mallrats. Donc, on reste dans le View as View Universe. On a dans le 3e numéro une rencontre ou une réunion entre Jay Silent Bob et le personnage de Metatron qui était joué par Alan Rickman dans Dogma, donc la voix de Dieu, qui était un très bon personnage. D'ailleurs, c'est très bien entendu Alan Rickman avec Jason Mewes qui incarne Jay. Je trouve ça quand même drôle. Et maintenant que les droits sont libérés de Dogma, Kevin Smith peut finalement faire quelque chose avec ça. Et on va avoir une histoire concernant le personnage de Chasing Amy, Alyssa Jones. Donc, encore une fois, pour les gens qui aiment l'œuvre de Smith, vous allez vous retrouver. Attendez juste un instant parce qu'on a Laurent Boutin qui est encore en train de parler de Kevin Smith. Ben oui, c'est ça. C'est chaque semaine que t'es là, on en parle. Chaque semaine tout court. Oui, j'en parle souvent, oui. J'aime ça. J'aime ça parler de ça, Kevin Smith. Allô? Hello, c'est Laurent. Allô, Laurent. La BD va sortir les premiers numéros vont sortir en août, ça vous tente. Et oui, je l'ai peut-être déjà dit, mais j'ai commandé le crossover entre Archie et Jay Silent Bob. Ça s'en vient. Je vais vous en parler quand ça sera publié. On va-tu en parler au show? Ben, vous autres tripez moins Smith que moi, je pense. T'as-tu soufflé? T'as pris ton vélo, hein? J'ai pris mon vélo. Ben là, il fait chaud, c'est l'été. Comment ça, il fait chaud? Il faisait fret en matin. Ouais, ben non, mais là, il fait t-shirt time, là. T-shirt time? T-shirt time. Ah, ben là, fuck la marmotte, Laurent l'a dit, c'est l'été est arrivé. Écoutez, aujourd'hui, j'ai eu le goût de mettre du Sublime à job. Si ça, c'est pas un signe que l'été est arrivé. OK, ben écoute, je suis content de l'apprendre par toi. Content de l'apprendre par toi. Ça me fait plaisir. Ben écoute, on continue avec toi, justement, Laurent, tant qu'avec toi. C'est arrivé? Non. Ouais. Quand il arrive, je le sac directement dans le pain. Et Laurent, on rappelle que tu vas suivre les résultats des élections tout au long de l'émission et tu vas nous revenir périodiquement avec des mises à jour concernant les comtés qui sont remportés. On va réinstaller X. Non, fais pas ça. Laissez-moi vous dire que I don't practice Santeria. I ain't got no crystal ball. Ah ouais? I got $1,000, but I spend it all. Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Ben oui, c'est ça. C'est pas facile. Le gars, il s'est retourné dans sa tombe. Ouais. Il est mort, le chanteur, right? Oui, il est mort. Non, c'est son gars qui est dans le film. Dans le band? Voyons, dans le band. Dans le band? Ah, OK, son gars a remplacé son père dans le band. Ouais. Son gars qui était un tout bébé quand il est mort, me semble. Il me semble qu'on le voit derrière une pochette là, en train d'y chanter les chansons à son bébé. Ça se peut. On était déjà là, nous autres. Ouais, c'est ça.
Hey, c'est un Slow News Week ou c'est moi? C'est correct, là. Je sais pas, ça dépend des semaines, mais il y avait des sorties concernant, des annonces concernant le FBDM. T'es-tu allé piger là-dedans? Non, parce que j'ai pas eu le temps de tout regarder. J'ai Ah. vu des invités, mais là, je me suis dit, ceci mérite une vraie job de Ouais. checker quelles sont les vraies activités. C'est vrai. Puis j'ai encore le temps, c'est dans un mois, mais c'est vrai, il y a un FBDM, gardez votre... C'est quand les dates pour le FBDM cette année? T'as-tu Le une idée? 23 au 25 mai. Je le sais que tu le sais parce que vous allez occuper sûrement la plaine de BD, la Hey, section. je suis pas mal là-dedans, là, je ouais. dirais. Je commande des livres. Ok, je vois que t'as beaucoup de plaisir. Ah. C'est parce que c'est beaucoup de job, hein. C'est pas parce que t'aimes Mais- pas les clients, Laurent, ou la BD. C'est parce que... Non, c'est pas pour ça. Non. Mais c'est parce qu'on vit une drôle de réalité au Québec. C'est-à-dire que on est loin. On est loin de quoi? On est loin de la source des livres. Ah ben oui, l'Europe. Fait que quand il y a un festival dans un mois, mais que les bateaux prennent 4 mois pour traverser, des fois, c'est un asti de casse-tête. Oui, je peux comprendre. Genre quelqu'un qui est comme, ouais, là, cette personne est invitée, c'est cool, il y a 2 de ses livres au Québec, 2 copies, là, pas Oui, 2 oui. titres, 2 copies. Puis j'étais comme, ah, Ça peut-tu affecter? Non, les tarifs, ça va pas affecter. non, parce que ça transite pas par les Oui, c'est États-Unis, vrai, mais... Je réfléchis à voix haute. Mais ouais. Mais, tu sais, par contre, il y a des grèves. Tu Mhm. sais, nous, on a eu des grèves au port Oui. à l'automne passé. Là, Ouais. il y a des grèves au port en Europe. Fait que c'est ça. Les choses finissent par arriver, mais c'est vraiment long. Puis quand tu as un deadline, Ouais. ça gosse. Mais ça va être une belle fin de semaine quand même. Oui. On nous souhaite du beau temps. Ben oui, on souhaite toujours du beau temps. Les dernières années, ça a full bien été. Oui, les 2 Ça fait dernières comme une années, couple 3 dernières années, je Ouais. pense, il faisait très beau. Fait que, écoute, Parce qu'on vous rappelle que c'est un festival extérieur sur Saint-Denis. ouais, on fait comme ma mère, puis on met le chapelet sur la corde à linge. Ça fait tout ça pour vrai? Ouais. Une tradition héritée de vieilles superstitions. Les D'habitude, boutins c'est pour font les... ça. Ben... Je sais pas si c'est supposé être juste pour les mariages ou juste pour avoir du beau temps en général. Je sais pas, mais C'est une bonne je question. comprends pas la logique derrière. Tu sais, comme Dieu il est comme, je vais pousser tout plein de facteurs qui vont faire en sorte qu'il va pleuvoir. Ah, maudit! Ils ont comme- trouvé le ben là, loophole. Je veux pas mouiller mon crucifix. C'est ça. Ah, c'est ça. Ben oui. Il est vaniteux. Mais un petit peu. C'est ça. Il y a quand même des bonnes nouvelles de projets à venir qui ont été annoncés cette semaine. T'as-tu parlé de ça déjà? Ça dépend, je sais pas de quoi tu parles. Je parle entre autres de ton co-animateur de bifurcation. Oui, on a parlé de son Patreon. De son quoi? Son Patreon. Son Patreon. Son Patreon. non, Rémi, il parle de Rémi. Ah, mon Dieu, j'ai comme mergé Rémi puis Simon dans ma Ah tête. ouais, mais non, oui, il y a Rémi pas est de- le réalisateur. Il est là, Rémi, oui. Simon. Oui, je sais qu'il est là, Simon, mais... Ah, c'est pas une bonne journée, là. On peut-tu... Et pourtant, Ouais. l'avenir est radieux. Non. Il y a 2 choses qui ont retenu mon attention qui ont été annoncées dans la dernière semaine, voire aujourd'hui. C'est-à-dire que le Fonds indépendant de production, le FIP, a annoncé qu'il mettait de l'argent sur quelque chose de Les Rois de la Maine. Cette série de sketchs des appendices mettant en vedette Anne-Elisabeth Bossé et Sonia Cordeau en tant que monsieur très brun qui sont drôles. Qui était dans les appendices. Qui était ouais, c'est ça, c'était une catégorie de sketchs des appendices que j'aimais beaucoup. On sait pas c'est quoi. Je sais pas si ça va être une série télé, je sais pas si ça va être un film, on sait pas c'est quoi, mais il y a quelque chose en développement. Puis, Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Ça va être- Oui. dans tous les sens du terme, quelque chose. Oui. J'ai bien hâte de voir peu importe ce quelque chose. C'est parce que là, pour les gens qui sont en Europe, quand on dit ça va être quelque chose, ça veut dire que ça va être quelque chose. Ouais. Tu sais, c'est pas juste quelque chose, c'est quelque Non. chose. Ouais. Ça va être une affaire. Une affaire. Ça va être... ça Toute va être une affaire. Toute une même. affaire, Ouais. oui. Tout un quelque chose. Tout Ouais. Mon Dieu. On va Si suivre. quelqu'un Bon, ne suivait pas, il suit encore il suit. moins. Ben, j'espère qu'il suit. Puis sinon, aujourd'hui, la SODEC a émis un communiqué de presse dans lequel il annonçait le financement de 14 nouveaux projets de fiction. Beaucoup de films donc qui ont obtenu leur financement. J'ai vu des noms qu'on connaît bien au Québec. Oui. Dont Chloé Robichaud, Louis Morissette, Pascal Plante, Anaïs Barbeau-Lavalette, mais aussi parmi tous ces gros noms, un inconnu qu'on T'allais aime dire un beaucoup. petit. Un petit. Non, mais je veux dire, je trouve qu'il clash parmi tous ces noms. Mais moi, c'est pour ça que je suis content qu'il soit là. Mais Puis je suis vraiment ravi. mérité, C'est là. Rémi Fréchette, Ouais. donc le réalisateur de Time Man et co-animateur de Bifurcation avec Yes. toi, Ben, Ouais, qui est le podcast exclusif des membres Patreon. qui a enfin eu le financement pour son projet qui s'appelle Au rythme du cœur, qui est en gros
Une adaptation de son court-métrage Night of Sweat. Ouais, voilà. Donc, son court-métrage où des gens font de l'aérobie pour sauver des chiens. Oui. L'orphelinat de chiens. L'orphelinat de chiens, oui, Mhm. qui est un formidable court-métrage. Je vous suggère à tous de prendre 5 minutes sur YouTube pour aller voir ça si vous ne l'avez pas déjà vu. Mhm. Mais donc, ce sera maintenant un long-métrage où la même chose. Je pense qu'il y aura des compétitions d'aérobie pour sauver des animaux. Je sais pas si pour J'aime sauver des tout ça. animaux, mais il y a de la réobie. Ça, on me l'a dit. On me l'a garanti. Écoute, moi, c'est mon attrait dans tout ça, c'est que c'est pour les chiens. Ouais. C'est pas l'aérobie, mais c'est pour les chiens. Je trouve ça noble. Je pense que son court-métrage est disponible sur YouTube, si ça vous tente, Night of Sweat. Puis d'ailleurs, c'est sur sa chaîne Caméra KO, je crois. Vous allez le trouver. Tapez Rémi Fréchette, Night of Sweat, vous allez le trouver. Ouais. Ça fait longtemps qu'il travaille pour essayer d'avoir du financement, puis je pense qu'à un certain moment, il pensait que ça allait pas se concrétiser. Mais j'aime justement que Rémi, dans toute cette gang-là, sort du lot parce qu'il fait des films qui lui... Tu sais, qui, je pense... ça parle de ses sensibilités à lui en tant que fan de cinéma, mais aussi de nos types de sensibilités. Puis c'est un cinéma peut-être qui se fait un petit peu moins au Québec. Puis il a gardé son bout, puis il a réussi finalement à obtenir du financement. Fait que tant mieux, ça vient de changer sa vie. Là. Je suis vraiment intrigué parce que Rémi est déjà impressionnant avec genre Très peu de budget. deux trombones puis Ouais. une gomme, là, Mhm. genre. Fait que avec de l'argent, Ben, je sais écoute, pas ce que ça va donner. Rémi, rappelle-toi si tu t'entends ça que je veux être ton Dick Miller, donc comme pour Joe Dante, mais t'as Dick Miller dans tous ses films. Moi, je veux au moins avoir une apparition dans tous tes films. Ah ouais. Oui. Intéressant. Le Bruce Campbell de ça. Le Bruce Campbell, ben écoute, ça s'est bien passé finalement pour Bruce Campbell. Ouais. Mhm. Tu sais, moi, ouais. Ouais. Non, ben justement, peut-être, je veux que ça soit moi. Moi, l'avenir est dans les mains de mes amis. Là. J'ai déjà dit à Yohan, t'es mieux de faire fortune à Hollywood parce que moi, j'en ai pas de plein de retraite. Là. Ah ouais, ok. C'est Ouais, ok. à ce point-là. J'ai dans dit, la- là, les moi, mains je de vais tes amis. vivre dans le petit cabanon sur ta propriété comme Al Pacino dans Scent of a Woman. Là. Ouais, Je vais il faire pourrait peur à- te mettre en dessous des escaliers dans une petite chambre comme Harry Potter. Regarde, je vais le prendre, c'est ça ou la rue. Fait que, ouais, moi le prendre. Y avait-tu autre chose là-dedans qui avait attiré ton attention? C'était le. Non, c'est tout. Ben, c'est ça, j'ai vu les gros noms, mais Ouais. je présume que Louis Morissette n'a pas besoin de moi pour ça aussi. Ouais, Je là, présume correct. également, oui, qu'il n'y a pas besoin de nous autres. Alors, on va continuer avec notre ami Simon. Attends une minute. De toute façon, que le soundpad, le soundboard divise ces trucs, c'est vraiment bizarre. Fait que je me perds tout le temps là-dedans. C'est spécial. Ouais, ça sonnait comme si j'avais un appel, mais en 2010. Non, je parle pas de la qualité sonore, je parle de comment les. En tout cas, je me comprends. Bah. Ah ben, OK. Eh ben, parlant de se comprendre, je vais parler d'un autre film, Vanity Project, que j'ai regardé. Et c'est... Tu sais, je pense que à l'Halloween, à notre show d'Halloween, je m'étais fait très mal avec les Amityville. Oh man, Ah ouais. c'était parfait ça. Puis là, je me suis fait mal aussi en écoutant un film qui s'appelle Gramps Goes to College. Quand papa mais va au là, collège. ouais. Et là, l'affaire, c'est que je me suis fait mal là, parce que l'homme qui nous écrit et produit le film, c'est Donald James Parker. Et c'est c'est vraiment un gars de la droite chrétienne américaine. Ah, c'est un Christploitation. Ouais, exact. Je suis sûr qu'ils font pas la morale à personne, comme le Chris en a parlé, hein. Non, pas du tout. Il passe pas du tout le film à faire la morale à tout le monde. Non, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. C'est un gars qui est à la retraite, puis il dit hey, je pense que je vais retourner à l'école pour montrer aux gens comment penser. Et, Wow. et là, lui, ben, tu sais, le diable est partout, et même dans la revue Wired, parce que moi, des chiales contre ça. Ben oui, il y a de la science dans Wired, c'est peurant. C'est ça. Lui, il devient un peu le héros du campus aussi quand pendant son premier cours de biologie, tient tête à son professeur qui est une fervente... qui dit que la religion, c'est juste de la merde. Et lui, ben, il prend ça mal. Fait que là, il se lève puis il pose des questions. Puis là, tous les gens disent « Ah,
tu as montré à vivre, hein? Puis là, il commence à se mettre avec lui, puis en même temps, c'est tellement... Et puis là, il arrive des affaires incroyables dans ce film-là. Parce que, c'est ça, vu qu'il se met en vedette, évidemment, là, les madames tripent sur lui. Ah ben oui. Mais pas au moins, il s'est gardé une gêne avec les étudiantes. Mais là, la professeure qui a décidé de débattre avec, elle est comme, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais est-ce qu'on s'en va manger ensemble? Puis là, ils s'en vont manger ensemble. Puis là, leur date, c'est juste lui qui chiale contre la science. Puis elle dit, j'ai le goût de te revoir. On fait ça chez nous la prochaine fois. Puis là, elle s'en va en fait, elle l'invite chez eux. Elle y fait à manger. Elle y donne du vin, mais il en veut pas parce que le diable. Mais là, elle se saoule. Puis là, à la fin, elle y fait des attouchements. Parce que, tu sais, le mal. Le mal. Puis aussi, on suit aussi des étudiants. Et il y en a une, un moment donné, vers la fin, qui s'en va dans un party, un party du diable, qui boit des shooters, 20 shooters, et qui tombe morte. Oui, mais tabarnak, tu bois pas 20 shooters, et qui se fait ressusciter par un autre avec de la prière. Et une fois qu'elle est ressuscitée, elle dit « Ah, j'ai vu les flammes. Oh non! » Puis après, on n'en reparle plus. Fait que la fille est allée en enfer, là. Ouais. Puis on fait comme... C'était-tu des shooters de Sambuca encore allumés, en fait? C'est ça qu'elle veut dire? C'était du Gold Flag. Ouais, mais c'est le genre de film que... tu sais, je savais un peu à quoi m'attendre, mais peut-être pas à ce point-là. J'ai vraiment eu de la misère. J'ai failli l'arrêter à plusieurs ça, c'est pas peu dire moments. pour toi, hein, parce que t'es un vétéran. Parce que c'est plus fâchant que d'autres choses, parce que, tu sais, je peux pas tant rire de... Oui, c'est cheap, là. Je veux dire, l'école, c'est l'entrée d'un hospice de personnes âgées, là. C'est évident. Mais, tu sais, il y a des affaires qui peuvent être drôles, mais de l'entendre, lui, te faire la morale pendant 1h40, c'est trop. Puis ça a été difficile. Fait que Graham Goes to College, 2014, je ne le conseille pas. Mais... Je le retire de ma liste à tout instant. Mais par contre, si je peux y aller avec une note positive, j'ai écouté un classique des années 80 que je n'avais jamais vu. Et même peut-être classique, c'est peut-être un gros mot, là. Je pense qu'il n'y a pas tant de gens qui le connaissent, mais c'est le film Flight of the Navigator. Oui, ça me dit quelque chose. Ça. C'est disponible sur Disney+. Et c'est l'histoire d'un petit gars de 12 ans qui disparaît en 1978 et qui réapparaît en 1986, qui a pas vieilli d'une seconde. Lui, de son point de vue, il est tombé dans un petit trou en forêt, puis il est sorti, puis là, il s'en va chez eux, puis là, c'est plus ses parents qui habitent là. Wow. Puis on est dans le futur. Et là, on apprend... c'est pas qu'on apprend, mais c'est qu'en même temps, il y a des scientifiques qui découvrent une espèce de vaisseau, une affaire en argent, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, il n'y a pas de moyen d'entrer dedans, mais qui flotte dans les airs. Et on apprend, c'est ça, c'est que le garçon s'était fait kidnapper par le vaisseau spatial, parce que c'est un vaisseau, et que le vaisseau était supposé de le ramener au point où il avait disparu, mais il y a eu un fuck, puis là, il est pas... Il est dans le futur. C'est ça. Il est dans le futur parce que le temps dans l'espace, ça marche différemment. Mais ce qui est le fun aussi avec ce film-là, c'est que le vaisseau a une voix, une conscience, et la voix, c'est Paul Rubens, Pee Wee Herman, qui fait la voix. Et au début, il fait une voix très normale, mais à un moment donné, dans le film, il devient Pee Wee. Pee Wee embarque, là. Là, le fun
le fun que j'ai eu rendu là, c'était tellement cool. Mais aussi, tout l'effet voyage dans le temps était vraiment intéressant parce qu'il retrouve ses parents 8 ans plus tard. Il retrouve son frère qui est plus vieux que lui. Puis là, il se fait faire des tests par le gouvernement, évidemment. Puis il reprend contact avec le vaisseau et là, il essaie de retourner chez eux. Et le film, en fait, c'est drôle parce qu'il voyage avec le vaisseau. Et s'il y avait Google Maps, ça aurait duré comme 15 minutes. Mais là, vu qu'il ne sait pas où il s'en va parce qu'il ne connaît pas les endroits aux États-Unis où il va, il se retrouve un peu partout dans le monde. Puis il veut juste retourner chez eux. Puis là, le vaisseau, il dit « il faut que tu me dises où tu veux aller. » Bref, c'était vraiment le fun. Puis je m'attendais pas à aimer ça autant. Mais je le conseille fortement si vous voulez un film... une vibe 80s vraiment cool. Là. Ouais, c'est genre de... J'ai souvent vu passer, mais tu vois, j'ai jamais pris le temps de l'écouter. Ouais. C'est un peu dans ces films-là à la Gremlins, puis Explorers. C'est ça. Puis on dirait que je m'attendais pas à ce que ça soit qu'il y ait du voyage dans le temps. Puis non, c'était bien bon. Excellent. Moi, je vais vous parler d'une petite nouvelle concernant la Switch 2 qui a été dévoilée il n'y a pas si longtemps. Yoann en a parlé beaucoup, je pense, la semaine dernière aux auditeurs. De toute façon, si vous attendiez la Switch 2 depuis une belle lurette, souvent vous êtes au courant, mais il y a un truc qui a attiré mon attention d'un article de Kotaku, puis je trouve ça assez particulier, fait que j'en parle ici. Donc, ça avait été annoncé il y a un mois que la Switch s'en venait, puis là, les précommandes ont été ouvertes la semaine passée, puis je pense qu'elles sont déjà terminées parce qu'il y a eu un engouement pour la console, surtout qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer avec les trucs tarifaires, là, donc ça pourrait affecter éventuellement le prix de la console. Fait que les gens se sont garochés et Kotaku a commencé à faire des articles concernant les différentes fonctionnalités de la console, les jeux qui seront disponibles, qu'est-ce qui en retourne de cette carte-là, de cette console-là. Puis ils se sont rendus compte que plusieurs des jeux qui sont disponibles à la sortie de la console et après la sortie de la console auront une copie physique, mais pas vraiment en même temps, parce que la Game Key Card qu'on appelle sera vide. Donc, vous achetez une Game Key Card qui est supposée contenir votre jeu, vous l'amenez à la maison, il faut l'insérer dans sa console, et là, la carte va télécharger la copie de votre jeu. C'est plus... Oh boy. Ouais, c'est comme une façon d'avoir un DRM sur ton jeu en même temps. Je comprends pas trop la tactique. Reste que vous pouvez vendre après votre carte, la partager à un ami. Tu vas pouvoir la downloader plusieurs fois, donc. Oui, mais attends, là, tu avances un petit peu trop loin. Ce que je voulais aller, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a moyen de redonner sa carte. Elle n'est pas liée à votre console. Puis oui, votre jeu vous pouvez le télécharger, j'imagine, mais jusqu'à temps que les serveurs soient actifs. Donc, éventuellement, cette carte-là, je ne sais pas s'il faut la retélécharger le jeu, je ne penserais pas. Mais elle va être désuète. Elle risque d'être désuète, là, ouais. Il y a des copies qui vont se vendre éventuellement, puis les serveurs vont être terminés. Puis c'est comme un peu bizarre parce qu'en même temps, souvent, quand tu t'achètes une copie physique, c'est justement, tu ne vas pas te retrouver avec les problématiques d'une copie numérique qui pourrait faire en sorte que le jeu n'est plus disponible parce que pour raison X, on décide de fermer les serveurs. Puis Nintendo n'est pas super bon d'ailleurs pour ses services en ligne. Ça a pris full de temps avant que certains des jeux les plus populaires soient disponibles sur leur édition numérique. Il y a des jeux qui ont été populaires sur des versions comme la Switch puis la Wii U qui ne sont pas disponibles sur le store, par exemple, numérique de Nintendo. Donc, est-ce qu'ils vont garder ça vivam aeternam sur leur serveur? Moi, ça m'étonnerait beaucoup. La plupart des jeux qui sont faits par Nintendo, qui sont produits par Nintendo, ont leur jeu d'installer sur leur carte. Mais sachez qu'il y a des jeux qui vont être disponibles sur ce qu'on appelle des Game Key Cards, puis il va falloir télécharger le jeu. Donc, du plastique pour une version d'une copie d'un jeu qui serait de toute façon numérique, ce qui est un peu bizarre. Puis encore une fois, ce n'est pas lié à votre console. Si vous perdez la carte, il n'y a pas moyen de retélécharger le jeu. Il est vraiment le jeu est lié à la carte, pas à votre console. Fait que c'est ça. Ah ben. C'est bizarre. C'est un drôle de choix. Mais on est peut-être dans les dernières générations de consoles qui vont encore avoir du physique. Ouais. Ce qui est vraiment étrange parce que pour moi, surtout Nintendo, j'associe vraiment, peut-être parce qu'il y avait les fameuses cartouches là, qui sont gravées dans ma mémoire. Là. Mais Nintendo puis le physique, c'est comme ça va de pair. Mais bon, sachez que c'est une problématique qui risque de se pointer le bout du nez quand vous allez acheter la Switch 2. Mais la tendance, c'est plus au physique dans tous les domaines, hein? Non, ce qui est poche par contre. Tu ça bien, mais quelque part, il y a peut-être une économie au niveau du plastique, du transport, de la disponibilité des titres. Mais en même temps, je pense Ubisoft récemment qui a déclaré que quand vous achetez un jeu, vous achetez une licence. Le jeu, vous ne le possédez pas vraiment. Ah ouais. Donc, sachez que tout ce que vous achetez numérique,
Vous le Au possédez prix pas salé, vraiment. hein. Tu sais, exactement. Mais c'est ça, c'est la réalité, c'est ça. C'est que Oui, ben oui. tu peux pas. C'est les autres qui ont les reins de la patate. C'est pas une réalité le fun. Ouais. Non, ben la réalité est un peu plate de ce temps-ci. Ouais, je pense. Ouais, exact. Je pense qu'on est tous fétichistes de l'objet ici présent. Ben, si je regarde la Surtout. vidéo de Simon en ce moment, je peux te garantir qu'au moins d'un des trois, oui. Toi, je Ouais. le sais, puis moi aussi, certains trucs Ben, que c'est j'aime ça. avoir en physique. Ben, regarde, c'est ça. C'est l'âge de l'accès. On va continuer avec toi, Laurent. J'ai 2 tout petites nouvelles reliées à Godzilla, Bon. l'ami des enfants. Non, Est-il ça, vraiment... Ben, c'est plus Gamera, Ok, l'ami des ouais, enfants. l'ami des enfants. Godzilla, lui, je pense qu'il s'en sac pas mal. Ouais, lui, ouais. Il est pas... Mais, en tout cas, t'es ami de l'humanité en quelque part. Mais... Godzilla? Ben, il est là pour rétablir l'équilibre. Ça right? dépend beaucoup du côté du lit duquel Godzilla se lève. Oui, c'est vrai. Hein, des fois, C'est il bien. change Il est souvent ami- d'idée. Il est ami avec son enfant, lui. Mhm. Ah oui, c'est Ouais. vrai. On a appris cette semaine que Sam Neill, l'acteur Dans légendaire, Jurassic Park. qui, oui, le Dr. Grant, Ouais. joignait le cast du prochain film qui est dans le Monsterverse de Legendary, donc Mhm. les films de Kong et de Godzilla. Ouais. On ne sait rien de plus sur son rôle là-dedans. Moi, je croise les doigts pour que ça soit un crossover et que ça soit le Dr. Grant. Ça serait malade. Ça serait malade. Je pense pas qu'ils oseront Non, aller ça là. m'étonnerait beaucoup. Mais parce que là, ouais, t'imagines-tu ces deux Ces deux franchises-là univers-là. qui merge? Ben, de plus en plus que la franchise de Jurassic Park ressemble à une franchise de Godzilla. Là. Ben, c'est ça. Mais là, ouais, en tout cas, j'imagine que les dinosaures seraient moins inquiétants s'il y a un Godzilla. Il y a des, en tout cas, S'il y en a un des géant à titans. côté. là. Voilà, mais ça, on sait ça. Puis sinon, j'ai mon algorithme m'enseigne que on peut maintenant acheter un marteau au Japon en forme de pied de Godzilla pour planter ses clous. Ben, je Ok, montre tu une t'en train de image. montrer l'image, c'est quand même quelque Ouais. chose. Fait que c'est ils ont scanné le pied d'un des sauts de Godzilla, celui du film de 2001 qui s'appelle Godzilla Mothra and King Ghidorah Giant Monster All Out Attack. Ouais, celui-là. Celui-là. Sinon, en fait, le signe de excellent. Oui, je suis comme oui. Ouais, un connoisseur, comme on dit. Ils ont scanné son pied puis ils l'ont mis au bout d'une maillotche. Fait que comme ça, quand tu veux planter des affaires ou taper des clous ou whatever, ben tu le fais avec un pied de Godzilla. Comme ça, t'es sûr que tes affaires y rentrent comme il faut. D'un Où est-ce coup. que tu veux les D'un rentrer. coup, man. Voilà. C'est combien le marteau, t'as-tu une idée? Ça doit J'essaie pas de être voir. donné. Là. Ouais, hein? Attends, j'ai pas... Surtout si tu le fait venir du Japon. Bon, ça pèse 550 grammes, je peux te dire ça. On parle de... Ah, c'est pas si pire. C'est presque 7000 yens, c'est-à-dire en canadien, genre de 70 piastres, mettons. Ouais. Ce qui est C'est cher du le marteau, mettons. Ouais, exact. Ouais. Mais je suis pas mal sûr qu'au Rona, tu peux avoir un marteau moins cher, mais il est pas un pied de Godzilla. Fait que Tu prêtes pas à ton voisin celui-là, par contre. Non, c'est ça. C'est le ton gardes pour marteau. toi. Tu le gardes pour les clous fancy. Ouais. En même temps, dans quel contexte tu peux comme montrer... Ouais, donc, si tu peux Ouais. montrer ton marteau de Godzilla. Peut-être si j'étais un gars de construction, puis que Peut-être. j'avais à flasher un À marteau. tous les moments que tu peux. À chaque Ouais. fois que tu as de la visite, laisse-moi Ouais. te montrer. Tu sais, faut juste sortir. Acheter des outils. Check. Non, ça. non, mais tu sais, dans le temps, là, toutes les jeans qu'on achetait, il y avait la strap pour mettre un marteau, là, quand t'allais chez l'équipeur. Là. C'est Mhm. comme tu pouvais... tu sais, on s'en servait pas, là, mais là, on pourrait se retrouver Je me ces souviens pas de cette pantalons-là, strap-là, moi. puis juste comme se promener avec notre marteau sur le côté de la jambe, genre, tout le temps. Mhm. T'amènes pas ça à ta première date, en tout cas, ça, c'est sûr. Ça peut laisser Pourquoi? une vague impression. Ben, je sais pas. Ben, C'est un bon en moyen même temps, oui. d'écrémer. Ben, il y a ça, puis c'est un bon sujet de conversation. Puis Ouais. ça filtre les gens. Hein. Si la Ouais, personne en veut même pas temps, de deuxième date, amener un marteau tout court à ta première date, c'est vrai que Oui, ça- oui, j'avoue que ça serait peut-être pas une bonne Inquiétant. idée. Oui. Mais si c'est le marteau Godzilla, par exemple. Ouais. Écoute, ça passe sur sa cause, comme on Tu sais, dit. Ouais, c'est ouais. ça. Puis l'autre, elle amène son marteau de Thor. Oh. Mais quoi, là? Oh. D'ailleurs, il y a une BD là, de Jason Aaron. là. C'est quoi? C'est Godzilla vs. Thor qui s'en vient. Ah oui, c'est vrai. Écoute, Bon. j'ai lu le Godzilla versus Fantastic Four, finalement. C'était comment? Yes. Ben, Pas tout crossover qui sont bons. Hein. C'est c'est ça. C'était... garoché. Mais tu sais, tu te rappelles comment j'étais excité par King Ghidorah, le héros de Galactus, hein? Ouais. Ben, ça a duré 2 cases, là.
Attends, répète. King Ghidorah. Ah, le Hérald. Oui, le héros de Galactus. Ah oui, c'est vrai, il était supposé être dans ce numéro-là. Ouais. Mais c'est allé. C'était un cas de. C'est des bonnes idées, mais on a fait ça vite. Mais là, si je comprends que ça s'inscrit, il n'y a pas vraiment de combat de tout ça. Puis là, j'ai pas lu. Je sais que le Hulk versus Godzilla il est sorti. J'ai vu beaucoup de commentaires dans tous les groupes de kaiju dans lequel je suis que genre ceci est un titre mensonger, il se bagarre jamais là-dedans. Fait que je sais pas, ça sort. Écoute, quand on avait parlé de GLA, Justice League versus Godzilla, c'est vrai versus Kong, Colin, c'était. Le versus, c'est peut-être un petit 5% de la VD à la fin. Puis même là, c'est pas très satisfaisant. Les versus, en tout cas, ils sont durs à écrire. C'est hit and miss. Ben oui, c'est pas facile. Voilà, fait que je sais pas. J'étais pas tant emballé. Fait que je pense pas. Je vais sûrement finir par tout lire, mais je pense pas me poigner tous les numéros. Là, question pour toi, Laurent. Est-ce que tu as présenté le marteau à ta copine pour essayer de déjà mettre l'idée dans sa tête que ça pourrait se retrouver chez vous? Non, je pensais y garder la surprise. Elle va trouver ça drôle. C'est sa fête bintôt. Ah oui. Ah oui, tu vas dire. Oui, comme la boule. Tu vas t'acheter un cadeau à toi, ouais. Comme la boule de Key de Homer, là, qui écrit Homer pour sa femme et qui a mis Homer dessus. Oui, un petit peu. Excellent. On va continuer à 20 ans avec toi, c'est ça? C'est avec Simon. Colin, voilà. Alors, c'est un appel en 2010. Ah. Oui, allô? Oui, allô, Laurent. Ah, Simon, c'est toi. Ouais. J'avais pas d'afficheur dans ce temps-là. Je voulais te dire où est-ce que je suis rendu dans mes X-Men. Ah oui. Faire un petit update. Je vais faire ça rapide, mais là, j'avance. Et je suis sur le point de quitter les années 90. Oh. J'arrive à octobre et novembre 99. Oh, donc, j'arrive. En plus, je commence à lire des trucs avec comme l'historique que j'ai avec, mettons, les Mystérieux Étonnants. À un moment donné, je suis retombé dans les bandes dessinées. Puis là, je revois des trucs qui me... Ah oui, je me souviens de ça, dont j'ai lu une mini-série Punisher Wolverine, et c'était quand le Punisher avait son espèce d'affaire dans le front, puis que c'était rendu un ange. Ouais, comme un démon ou un ange, là, ou quelque chose comme ça. Oh. Ouais, fait que c'était particulier. Mais ouais, c'est ça. Là, pour X-Men et Uncanny X-Men, c'est écrit par plusieurs personnes en même temps, mais il y a Alan Davis qui revient tout le temps, Terry Cavanagh, Joe Casey et Joe Kelly. Récemment, il y a eu le retour de Doug Locke. Doug Locke, qui est un mélange de Warlock et de Doug Ramsey. Doug, le personnage de la série Doug? Ouais. C'est lui. C'est lui. Puis il y avait du... J'ai imaginé. Ouais. Puis il y avait... ils ont fait un voyage dans un univers parallèle, là, puis dans le temps, il arrive des affaires. Wolverine, de ce temps-ci, est écrit par Eric Larson. Et je ne savais pas qu'il avait fait ça. Puis c'est dessiné par Lilil Francis Yu, qu'on a vu souvent. Ouais, puis son style, tu vois que c'est le début, mais on le reconnaît quand même. Et il y a aussi dans ces numéros-là, mais celui-là n'était pas par Leinil Francis Yu, mais il y a Wolverine versus Galactus. Wow. C'est arrivé. Qui gagne? Galactus, il détruit la planète. That's my guy. Qu'est-ce que tu veux d'autre qui arrive, là? Il a essayé, Wolverine a essayé, puis il a eu de l'aide des Starjammers, mais il a sauvé une couple de personnes, puis ils ont quitté une planète qui a explosé. Sinon, dans X-Force, là, notre équipe est à San Francisco et elle est on the run, et c'est, entre autres, dessiné par Jim Chung. Jim Chung, j'ai toujours aimé ses dessins, mais je trouve que dans les dernières années, il fait juste des covers. Fait que là, c'était le fun de voir des numéros dessinés par lui. Et il y a un numéro par Tommy Lee Edwards. Je me souviens de Tommy Lee Edwards qui avait fait la BD Marvel 1985. Puis c'est vraiment un style c'était bon, très photo, dark, mais très le fun. On dirait que ça fait des fois les posters de Drew Struzan, qui faisait beaucoup de posters de Indiana Jones, puis de Star Wars. C'est comme adjacent.
Sinon, Generation X, là, on a c'est Terry Dobson qui dessine. C'est toujours le fun. Et là, il se passe des affaires. Je veux pas trop rentrer dans les détails, là, mais l'école est maintenant, parce que c'est Generation X, c'est une école dans le Massachusetts qui est dirigée par Emma Frost et Banshee. Mais là, la sœur de Emma Frost a décidé d'ouvrir l'école à tous les gens et pas juste aux mutants. Donc, on deal avec ça. Sinon, dans Cable, c'est écrit par Joe Casey et dessiné par Landron. Et Landron a un style qui est vraiment... c'est très hommage à Jack Kirby. Donc, je pense pas qu'il s'en cache, là. Je pense que c'est fait pour ça. Mais c'est vraiment beau, puis ça aide à lire Cable, qui est pas nécessairement la meilleure BD, mais il y a des choses de fun qui arrivent dedans. Il y a une mini... en fait, il y a une autre série de Gambit qui est un 12 numéros. Et là, c'est Fabienne Nicieza qui écrit, et c'est dessiné par l'excellent Steve Cross. Je sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est vraiment le fun parce que Gambit, je pense que c'est une des découvertes pour moi depuis comme j'ai recommencé à lire. Gambit, c'était comme c'est le cool guy que je m'en foutais un peu, mais là, en lisant tout le stock, j'adore le personnage. Puis avec le cartoon X-Men 97, ils ont vraiment rendu justice, là, puis... fait que là, c'est ça, j'arrive à un event qui s'appelle The Shattering. De ce que je comprends, ils vont démanteler les X-Men. Puis c'est ça, j'ai aucune idée ce qui va se passer. Honnêtement, c'est pas la période la plus fascinante, mais ça se lit bien quand même. Mais là, tu viens de sortir aussi une période qui était pas facile. Peut-être que c'est... Ouais, c'est ça. Je pense que les BD cherchent un peu. Je me rends compte que... T'es juste après Onslaught, c'est ça? Un petit peu passé Onslaught quand même. Ouais, Onslaught est genre, il y a peut-être 4 ans avant. Genosha? Ouais, ben là, Magneto est rendu le dirigeant de Genosha. OK. Fait que c'est ça. Je sais ce qui va arriver dans la run de Grant Morrison, mais faut que je me rende là. Je pense que j'ai encore 2 ans à lire. 2-3 ans, ouais. Mais il y a de moins en moins de titres. À un moment donné, il y avait tellement de mini-séries, ça n'arrêtait pas. Là, les as-tu lus? Ouais, je les ai lus. Okay. Puis, c'est ça, tu sais. Puis, je me rends compte aussi, la plupart de ces titres-là vont finir. Tu sais, je sais que X-Force, à un moment donné, c'est les personnages de Ecstatic qui vont être là, de Michael Red, puis de l'auteur. Puis, fait que ça va changer, puis après, il arrête le titre. Je sais que Generation X, il m'en reste pas gros non plus à lire. Cable aussi. Je pense qu'il va y avoir un reboot qui s'en vient. On le sent. Fait que c'est ça. Mais je vous tiendrai au courant pour le reste. Tu continues à lire les X-Men actuels? C'est celle de la période de post-Genosha? Non, j'ai pris un petit break parce que j'y arrivais pas, là, lire tout ça. En même temps. C'est déjà bon là, que tu aies tenu le cap autant. Je sais pas comment tu fais. Ben, moi non plus, je sais pas comment je fais parce que j'ai un problème que j'arrête pas de m'endormir en lisant. Je fais ça moi aussi. Ça s'appelle être vieux, en fait, c'est ça le problème. Ouais, si on peut régler ça, on devrait être correct. Je pense que c'est de l'apnée, finalement. Ok, ça c'est... Il va falloir que j'aille faire checker ça. Ah non, c'est pas cool, ça. Ouais. D'ailleurs, est-ce que les listes de lecture sont disponibles encore sur le Discord des Mystérieux Étonnants? Ouais. Je la mets à jour. Parfait. Pour les classiques, mais c'est ça. Là, j'arrive un peu au bout de ma liste que j'ai fait que je vais updater bientôt avec le reste, puis je vais pouvoir suivre. Il y a une chaîne, il y a un canal là, qui s'appelle Liste de lecture. Vous cliquez là-dessus, puis ça vous amène vers les listes de lecture de... Il y a toi, mais je pense qu'aussi on a d'autres personnes qui l'ont fait pour Star Wars, donc pour essayer de vous retrouver là-dedans au lieu de prendre des listes qui sont sur Internet puis qui sont forcément incomplètes. Là, les listes quand même intéressantes puis faciles à suivre. Fait que merci Simon pour ça. On va y aller avec moi. J'ai une petite nouvelle vraiment rapidos. Là. C'est juste que c'est vrai que je cherchais moi aussi des nouvelles cette semaine, Laurent, puis disons que c'était un peu...
c'était plutôt faible. Il y a 2 trucs rapidos qui ont attiré mon attention parce que ça concerne des films que j'ai bien aimés. Le premier est plus récent. Ça concerne le film qui est une suite à Ready or Not, qui est un film que j'ai bien aimé, mettant en vedette Samara Weaving. C'est un film du collectif Radio Silent qui, entre autres, ont fait les deux derniers Scream. Qui est un collectif que j'aime bien. Ready or Not, qui était leur propriété, en fait leur création. Et là, il y a une suite qui s'en vient qui s'appelle Ready or Not, Here I Come, of course, pas le choix. Yes, sir. Ils viennent de rentrer en production à Toronto et il y a 2 membres nouveaux de la distribution qui viennent de se rejoindre à eux, dont Sarah Michelle Gellar, Buffy, et Elijah Woods, qui font partie maintenant de la distribution. C'est encore Radio Silence, les 2 réalisateurs, Matt Bettini Oppen et Tyler Gillett qui vont réaliser le film, et les 2 scénaristes du premier, Guy Busick et Christopher Murphy, reviennent également pour l'écriture du deuxième. C'est un très bon film. Il est disponible actuellement sur Netflix, quoi qu'il va partir bientôt. Tu sais, la petite notice là, quand le film va quitter bientôt maintenant, puis il s'en va bientôt. Donc, mettez la main dessus légalement pendant que c'est possible. Puis sinon, c'est Scream Gems, qui est la branche qui fait dans le genre de Sony Pictures, qui est en train de développer une refonte, dont un reboot, au film célèbre de 1998, Urban Legend. Donc, on veut mettre ça à jour, l'actualiser avec la réalité des légendes urbaines qui sont popularisées aujourd'hui par les médias sociaux. On a engagé la scénariste Sarah Wakefield, puis on a le producteur et réalisateur Gary Doberman, qui a entre autres réalisé Salem, le film d'adaptation de Stephen King, et Annabelle, entre autres, qui va produire le film. Donc, on a des grosses têtes derrière ce projet-là. Je faisais des farces, c'est un film très 90s, Urban Legend, que j'aime quand même. Tu sais, des fois, il y a des films comme ça là, que tu as vu une fois il y a 25 ans, mais que tu t'en rappelles vraiment beaucoup. Là. Pour moi, ce film-là, tu te souviens? J'ai des scènes très... je me rappelle de l'intro avec Total Eclipse of the Heart, puis comme quelques scènes. Genre, à chaque fois que je suis sur la route la nuit, puis que quelqu'un fait flash les lumières, je pense à ce film-là. Ouais. Il y a eu un 2, en fait, aussi, qui est assez dégueulasse. Puis... Ah ouais? Ah, et puis la raison pour expliquer qu'il y a un 2, je peux spoiler, là, ça fait genre 20 ans que ces films-là sont sortis, même plus que 20 ans. Mais la gardienne de sécurité qui est dans le 1, qui survit aux événements du premier film, va travailler dans un nouveau collège. Puis elle mentionne les événements qui sont survenus quand elle travaillait son ancien job, puis ça inspire un des professeurs interlocuteurs. C'est une bonne idée, ça, finalement. C'est pas à cause d'elle, mais c'est un peu déclenchement. C'est vraiment cool. Ah ouais, ok, je vais me mettre à tuer du bord. J'avais juste besoin de savoir ça. J'avais besoin d'un concept. Je voulais tuer des gens, mais j'avais pas j'avais pas de motivation. Ouais, j'avais pas le concept derrière. Moi, je l'ai écouté pour la première fois, pas jadis, en 98, mais je l'ai écouté durant la pandémie. C'est une espèce de période où je cherchais des films nouveaux, mais ton cerveau est pas trop sollicité. Ouais, puis pas trop que ton cerveau est sollicité. Il était disponible sur le site de CTV où il y a plein de films gratuits, je vous le rappelle. Y a-tu des nouvelles légendes urbaines? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y en a plein. Juste des creepypasta. Ça va être des creepypasta, puis il y a plein d'espèces de légendes urbaines qui persistent, là. Ils vont peut-être s'inspirer des conspirations. Ouais, je suis un peu tanné, moi. Je suis pas un peu tanné, je suis vraiment tanné aussi. Ouais, ok. Mais on va voir. Regarde, le film n'est pas sorti encore, on va pas cracher dessus. Là. Dans le fond, c'est comme, ils vont aller dans le sous-sol d'une pizzeria, puis ils vont avoir des pédos satanistes. Ouais, c'est curé, ces affaires-là. Wow. En tout cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait un dernier truc ou on est correct? Moi, tu m'as demandé de vous garder au courant, fait que sache qu'à l'heure actuelle, après 4 parties, les Canadiens perdent encore 3-1 dans leur série. C'est ça que tu voulais que j'update, right? Oui, exactement. Mais il n'y a pas de game ce soir, fait que ça va rester de même pas mal toute la soirée. Tu vois que je t'ai cru, parce que je suis beaucoup le Canadien, moi. Bon, voilà. On va prendre une petite pause s'il n'y a rien d'autre. On vous rappelle que les Mystérieux Étonnants sont là à chaque semaine grâce à vous. Votre contribution financière est essentielle à la survie du show. Donc, si vous voulez nous aider financièrement à garder les lumières allumées, allez sur notre site internet mystérieuxétonnant.com, puis en haut à gauche, il y a un bouton « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers une plateforme qui s'appelle Patreon.
Il y a aussi un lien dans le descriptif de l'épisode que vous écoutez actuellement. Puis pour l'équivalent d'un café par mois, c'est quoi un café par mois? Vous faites en sorte qu'on peut continuer à faire des choses semaine après semaine. Vous pouvez arrêter, continuer quand vous voulez. Donc, il y a des gens qui cessent pour une certaine période, qui reviennent. Et en échange de votre contribution, on vous donne des goodies. Bifurcation, qui est le podcast exclusif des membres Patreon, que je fais entre autres avec mon ami Rémi Fréchette, dont on a parlé tout à l'heure, dont son film a été financé. C'est cool. Bravo Rémi, c'est génial. Donc, on est dans le cycle de Paul Verhoeven et cette semaine, le film dont on va parler avec Antoine, notre invité, on parle de Basic Instinct. Donc, film très lubrique, mais très bon. Il va faire chaud. Il a fait chaud, je peux vous le garantir. Il faisait chaud et humide. Ah oui, avez-vous regardé ça toutes les trois ensemble, collés dans le même divan? Non, on l'a écouté chacun de notre côté, mais on s'imaginait l'autre pas loin. Ah, ok. Ouais. Mais le film n'est pas juste à propos de ça. Oui, le film m'a beaucoup fait parler à cause de ça, mais le film c'est un film de détective noir, mais juste avec beaucoup de cul. Là. Je l'ai jamais vu, moi. C'est très bon. Tout ce que je sais, c'est la parodie des Simpsons avec Willy dans le rôle de Kim Basinger. C'est pas Kim Basinger, c'est Sharon Stone. Excusez-moi, mais je mélange mes blonds. Il est disponible en français sur Crave, ça te tente. Ah ouais? En ce moment. Donc, il est disponible si tu es abonné à Crave. Donc, on fait le cycle Paul Verhoeven, ça sort cette semaine. Aussi, en échange de votre contribution Patreon, on vous donne accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Donc, si vous abonnez au Patreon, écrivez-moi directement à travers la plateforme, ce n'est pas automatique. Et je vous envoie un lien vers le Discord. Le Discord, c'est un serveur privé où il y a juste des auditeurs des Mystérieux Étonnants, des gens qui font partie de l'univers étendu. Donc, vous pouvez partager des articles, échanger sur différents sujets de la geekness. On écoute de la lutte, des films parfois. Et c'est comme Internet, mais sans trou de cul. C'est vraiment le fun. Vous avez les listes de lecture dont je vous ai parlé tantôt. Les shows, quand ils sont mis à jour sur nos fils RSS, sont aussi partagés sur le Discord des Mystérieux Étonnants. D'ailleurs, les gens ont appris que le Patreon de Simon était actif en primeur sur le Discord des Mystérieux. Il était là en premier. Uh-huh. C'est là que Simon a fait l'annonce. D'ailleurs, Simon a un canal dans son truc. Là. D'ailleurs, quand vous venez sur le Discord, je vous le dis, là, si ça fait des semaines où vous êtes un récent abonné, n'hésitez pas à échanger. C'est un peu intimidant au début. Je pense que les gens se connaissent et qu'ils sont portés à échanger entre eux. Mais c'est très friendly, c'est très ouvert. Il n'y a pas de hate. Je ne tolère pas de shit sur le Discord. Je suis un peu acerbe là-dessus. Donc, je pense qu'il y a un bon décorum. C'est vraiment une belle plateforme. C'est ce que nous promettait Internet dans les années 90. Ben, c'est sur le Discord. Vous faites en sorte aussi qu'il y ait d'autres shows qui se font produire. Terre humaine chez Isidore, Terre Kaiju et Noël chez Isidore. De Isidore, je sais pas, tu parlais peut-être de faire un nouvel épisode prochainement, Simon. Ben, il faudrait. Ouais, ben là, il a fini sa session. Ah ouais. Vous allez vous y mettre. Notre show est disponible partout, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music, et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. Donc, il y a juste 300 archives sur le fil RSS. Si vous avez un sujet qui vous intéresse, une BD, whatever, notre archive complète est sur notre site. On est également sur Facebook, Instagram et les autres plateformes de bullshit, mais on est surtout sur Discord. On prend une petite pause et on revient dans quelques instants avec Predator vs. Black Panther de Benjamin Percy. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Marvel Comics, Predator vs. Black Panther de Benjamin Percy, qui est au scénario, dessiné par 3 artistes, Chris Allen, Sean Damien Hill et Lee Ferguson. En fait, les 3 artistes se partagent différents numéros, différentes pages en différents numéros, ce qui fait que c'est constant. C'est constant, l'art est constant dans cette série-là. Mais pour vrai, je n'avais même pas remarqué. Bah, c'est pas la meilleure chose. Ouais. Mais là, je m'avance un petit peu. Donc, on est dans un univers où, justement, la nation de Wakanda, qui est protégée par The Black Panther, ne s'est pas encore dévoilée dans son intégralité, dans son entièreté au reste de l'humanité, au reste de l'univers du Marvel U. Donc, on est dans un univers parallèle. On n'est pas dans le Marvel consensuel qu'on connaît aujourd'hui, là, le 616, l'univers 616. Et jadis, il y a des Yonja, donc des Predators, qui ont essayé d'envahir Wakanda. Ils sont revenus de leur expérience avec une lance faite en vibranium. Et cette dite lance a été utilisée dans un conflit qui oppose 2 frères Yonja pour l'affection, si on veut, de leur père. C'est très freudien, tout ça. Et le frère défait décide d'essayer de retracer où sur Terre cette lance provient. Et lui, il y a un petit contingent de Predators décide d'attaquer le Wakanda. C'est aussi simple que ça, puis de mettre la main sur plus de vibranium, parce que plus de vibranium égale être un big bad dude du côté des Yonja, ça a l'air. Fait que voilà, je peux pas le résumer plus simple que ça. C'est 5 numéros à peu près, je pense, 4-5 numéros.
on va faire le tour, voir si vous avez aimé ça. On va en reparler plus en détail. On vous rappelle qu'on spoil en dernière partie de l'émission. Donc, si vous n'avez pas lu la bande dessinée, peut-être faire pause et y revenir. On va vous spoiler ça. Commençons avec Simon qui est à distance cette semaine. Est-ce que tu as aimé Predator vs. Black Panther? J'ai apprécié. Mm-hmm. J'ai aimé le rythme de la BD. C'était pas mal non-stop pour l'action. Puis, c'était bien. Mais rien d'exceptionnel. Je pense que j'avais beaucoup mieux aimé Wolverine. Predator vs. Wolverine, ouais. Toi, Laurent, est-ce que tu as aimé la BD? Globalement, non. Mm-hmm. J'ai pas haï ça, mais... Tu sais, ça fait 4 jours que je l'ai lu, puis pour vrai, je me rappelle de rien du tout. Même chose pour moi. Je l'ai un peu fermé en me disant, pourquoi faire ça si vous avez pas d'idée à la base? Je comprends là, que c'est intéressant, genre telle affaire versus telle affaire, mais je veux dire, on aurait comme bu une bière les trois ensemble, on aurait pitché ça pendant 2 minutes, on serait arrivé à ça, mettons. Là. Je suis comme... Ouais. C'est pas fleshed out. Puis on n'est pas des auteurs de BD. Non, c'est ça, mais je suis comme mitigé. Ok, moi je suis un peu dans la direction, je vais un peu dans la même direction que Simon. J'ai apprécié la bande dessinée, mais j'ai été très déçu, surtout après la lecture de Predator vs. Wolverine que j'avais trouvé somme toute intéressante. Je pense que je l'ai dit souvent quand on parle de crossover, le crossover comme tel n'est pas une mauvaise idée, c'est juste comment on l'amène, comment on le traite, comme n'importe quoi d'autre. Puis des fois il y a des petits bijoux qui peuvent en sortir de ces rencontres-là entre des personnages qui sont fictifs, puis qui peuvent s'opposer. Predator vs. Wolverine, non seulement c'était une BD qui était au niveau du rythme et de l'écriture quelque chose qui était entre guillemets parfait. J'avais rien à dire, mais le concept était intéressant. C'était Wolverine qui se faisait pourchasser par un Predator, pour une certaine raison, son adamantium, sur plusieurs années. Puis ça rentrait dans la mythologie du personnage. Puis il y avait de la tapoche, c'était violent, puis il y avait une histoire. Puis je trouvais que Benjamin Percy était capable d'écrire des Yonja d'une façon qui était, somme toute, parce que c'est pas des personnages qui parlent. Tu leur donnais des motivations, c'était moins manichéen. Donc je m'attendais à avoir un peu la même recette pour Black Panther. Puis finalement, c'est quelque chose qui était très, très, très de base. Quoique, il y a des trucs que je vais aimer, puis on va pouvoir en parler. Mais sinon, j'étais un petit peu déçu. J'étais comme, j'avais tellement aimé l'autre, j'aurais vraiment voulu aimer ça. Et je suis très curieux de voir si la série qui a commencé la semaine dernière, Predator vs. Spider-Man, va être à la hauteur de Predator vs. Wolverine. Toi, tu as lu le premier numéro, Simon, tu disais que c'était quand même bien. Oui, c'est un bon début. Puis Craven est là-dedans aussi, je pense. Oui. Ça fit Craven versus Predator. Ouais, ça se passe je le vois mieux que Spider-Man. Ça se passe durant une vague de chaleur à New York et un blackout au niveau de la ville. Et c'est ça, il n'y a pas d'électricité. C'est ça. Et Peter Parker pourchasse un tueur en série, mais il ne sait pas c'est quoi encore. Je pense que c'est peut-être un Yonja derrière ça. Ouais, je pense que oui. C'est peut-être ça. On peut peut-être essayer d'être un petit peu positif, quoique j'ai pas vraiment l'impression qu'il faut que je me force pour dire des trucs positifs. C'est juste que je trouve que la BD manque de peu pour que ça soit une bonne BD intéressante. Un des trucs qui m'a vraiment gossé, c'est la participation de 3 dessinateurs différents. Moi, je l'ai vu la différence, puis même je te dirais qu'au niveau du dessin, écoute... je pense, tu sais, un concept comme ça... Je pense que ça aurait pu être intéressant s'il y avait un artiste qui avait vraiment... Une vision. Une vision puis un talent. De rendre ça vraiment beau. Et tu sais, je pense que ça aurait déjà beaucoup aidé à l'intérêt qu'on pouvait avoir pour la BD. D'accord. C'était le cas de Wolverine, la CBD de Wolverine. Ouais. Visuellement, c'était aussi intéressant. Fait que ça, c'est ça. L'art change beaucoup. Puis l'art même des 3... Je pourrais pas dire qui est qui, là, mais j'ai pas trouvé que visuellement, c'était particulièrement maîtrisé. Puis si tu me dis, garde, l'histoire va être simple, puis ça va être de la tapoche, ta tapoche est mieux de livrer en maudit, parce qu'on parle de 2 icônes de la culture pop. C'est ça la prémisse de ce genre de BD-là. Je m'attendais pas à une conversation philosophique entre le Black Panther puis le Predator. C'est pas ça, quoique ça pourrait être My Dinner with Andre, puis je serais vraiment content. Mais donc tu t'attends à ce que ça soit à tout déploiement, puis on a senti, comme certains crossovers le sont des fois, que c'était comme un projet qui a été décidé et précipité. Je te regarde, GLA versus Godzilla versus Kong. C'était pas exactement... c'était pas ce niveau-là, mais... Oui, je l'ai cette BD-là. C'était pas à ce niveau-là, mais on n'était pas très loin niveau qualité. Ça manque aussi, au final,
de finalité. Ouais. Tu le lis, puis tu dis, OK, ben, il va y avoir une suite. Bon, genre? on en a parlé tantôt en début d'émission. Ben, c'est c'est ça. ça. Il y a une suite qui s'en vient qui va culminer toutes ces histoires-là. C'est ça, mais tu sentais moins ça avec Wolverine. C'était bien contenu avec Wolverine. Ouais. Oui, parce que c'était plus one-on-one. Je trouve que c'est dommage aussi parce que je trouve que c'est ça qui est un peu, je trouve pour moi, le plus intéressant des prédateurs, c'est cette espèce de code d'honneur du chasseur-là. Puis tu sais, comme dans des projets comme ça, je le vois pas. Ils sont plusieurs à attaquer des gens innocents ou qui s'en sortent, je sais pas, ils vont hacker des affaires. Il y a quelques guerriers de Black Panther qui disparaissent, mais tu sais, personne, on sent pas dedans. Tu sais, il y a personne à qui on est attaché, ni d'un bord, ni de l'autre, qui subit quelque chose. Tu sais, on prend pas. Il y a jamais un moment où on est comme inquiet, tout nu dans la boîte avec Arnold, tu sais. Je veux dire, puis que c'est intense, là. Ben, dans Wolverine, Predator vs Wolverine, tu le sais que le personnage va survivre, mais il y avait une intensité, justement. Oui, ben c'est ça, là. Tu sais, aussi, on dirait du fait que c'est comme rétro, temporellement. C'est comme si on avec savait Falcon. Le vieux costume de Falcon. C'est là où on comprend qu'on est dans une réalité parallèle, en fait. Oui, ben, moi, je pensais que... Dans le passé. Dans le passé, mettons, que je pensais, mais effectivement, ça pourrait être les deux. Mais aussi, c'est ça, Wakanda qui se cache encore, mettons, alors que maintenant, il fait moins ça. Mais c'est ça, c'est comme si, du fait que je pense que c'est dans le passé, c'est comme si je me dis, ces événements-là n'auront pas d'impact, tu sais. À court ou moyen terme, ça sera un épisode qui n'a pas d'impact sur rien. Donc, ce qui se passe ne sera pas grave au final. T'sais. J'y reviens encore, mais contrairement à Predator vs. Wolverine, t'avais l'impression que ça rajoutait à la mythologie du personnage de Logan. Là, ça peut passer. Oui, parce que Logan, il a tellement jamais eu facile que... Non. Tu sais, dans ça, t'étais comme... un prédateur, tu sais, qui en veut personnellement à lui, en plus, là, pas juste qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Un t'es beef, comme, pauvre Logan, tu sais, comme s'il avait besoin de cette marde-là, en plus. mais c'est-tu un des trucs, par contre, que j'ai beaucoup aimé, c'est la narration de Benjamin Percy. Parce que les Yonja ne parlent pas, à part quand ils font rejouer des paroles dites par quelqu'un d'autre, là, comme dans les films. Les personnages ne parlent pas entre eux autres. Il n'y a pas... on les fait pas parler. Ils vont pas dire « Hey, je vais te prédater Black Panther ». Il n'y a pas de ça. Mais Benjamin Percy, à travers ces espèces de panneaux, explique qu'est-ce qui se passe. Puis je trouve que dans ces moments-là, on en apprend beaucoup sur non seulement la motivation des Predators, qui sont quand même... Ils ont tout le temps un peu les mêmes motivations, tuer, mais ils sont un petit peu différents. Ici, c'est un frère qui veut se prouver à son père. Il y a le côté tragédie grecque qui a rajouté, qui était comme... Qui était intéressant parce qu'on n'a pas vu ça dans les films, de ce que je sache. T'sais. Puis on dirait qu'on en apprend sur la mythologie de ces créatures-là. Puis c'était un des points forts, mais quand tous les personnages tirés de Wakanda commencent à interagir, comme tu dis, j'ai aucun souci pour aucun d'entre eux. J'avais hâte. Ok, là, c'est juste pour faire du. Tu sentais que la BD rajoutait du dialogue juste pour dialoguer. Puis c'était pas ça qui propulsait l'histoire vers l'avant. Je sais pas c'est quoi le problème avec ce type de crossover-là, mais ça arrive souvent. On en a lu ici à l'émission. Je regarde encore GLA vs Godzilla. C'est simple. T'as deux trucs qui s'affrontent. Go for it. Non, ils vont rajouter 10 000 personnages secondaires de peur que la recette soit pas assez étoffée pour pouvoir la faire toffer sur plusieurs numéros. Puis là, encore une fois, on a plein de personnages qui rajoutent qu'on n'avait pas besoin. Ouais, pourquoi Falcon est là? Je sais pas. Pourquoi sa sœur est là? Pourquoi il y a plein de gardiens de Wakanda qui sont là pour finalement être des red shirts comme dans Star Trek puis se faire buter? Ça répète super simple. Là. C'est le Predator qui traque le Black Panther dans la forêt de Wakanda. Tu rajoutes comme la backstory qu'il y avait, parfait. Moi, je trouvais que ça rajoutait des motivations qui étaient intéressantes. Parce que là, au final, Black Panther n'a pas fait grand-chose, en fait, dans sa BD. Pas très, en fait, non. Maintenant que j'y pense. Non. Puis même au niveau de l'affrontement, il a survécu. Oui. Mais même au niveau de l'affrontement, y a-tu un panneau, une page, une scène qui vous a marqué? Moi, de mon côté, non. La seule scène qui m'a marqué au niveau visuel, c'est quand on nous explique que les personnages passent dans un tunnel. Ils passent dans un tunnel? Ils passent dans genre un tunnel de ventilation.
Ah oui, puis on les voit de côté. Ouais. Ouais, OK. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, là, il s'est fait dire qu'il fallait qu'il dessine ça. Ouais. Puis là, c'est de même qu'il l'a fait. Il l'a mis de côté. Hey, C'est ça t'a pas c'est des petits- silhouettes petites. Ça, il tentait pas. Je suis comme fait, OK, je comprends ce qu'il voulait faire. Ça aurait... OK, tu sais... Je pense que ça rendait pas justice à l'idée. Non. Mhm. Puis c'est ça m'a marqué. Mais tu sais que j'ai vraiment arrêté sur l'art puis à me poser des questions comme OK, c'est ça qu'il voulait faire, ça a pas marché, mais je comprends, je vais laisser passer. Tu sais, des fois, dans les BD, quand il y a, par exemple, un artiste supplémentaire sur un titre pour faire une ou deux pages, ça veut dire plusieurs choses. C'est soit il est arrivé quelque chose au scénariste, au dessinateur, pardon, où il n'a pas eu le temps. Ouais. OK? Ouais. Puis des fois, c'est en 2 numéros, ils vont amener un artiste invité pour donner le temps à l'artiste de se reposer, puis c'est correct. Quand tu as 3 artistes sur le même putain de numéro, là, même série, pardon, qui se relaient, là, c'est pas un par numéro, là, ils se relaient dans plusieurs numéros différents. C'est quoi le genre de planification de Mickey Mouse qui a été mis en place? Non, mais quand ça marche, c'est si la tâche est claire, mettons, toi, tu vas dessiner, tu sais, s'il y a 2 timelines, mettons, Mhm. dans ton histoire, Mhm. chacun en fait une. Mais là, on n'a pas ça. Mais c'est parce que c'est pas ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas un numéro, qu'on dit en anglais, là, fill-in parmi tant d'autres. Ouais. C'est pas un pont entre 2 arches d'histoire, entre 2 single issues. Les C'est- mini-séries devraient avoir le bain. Exactement, tu sais. Ben, Puis là, surtout, c'est 4 numéros, tu Et sais. c'est surtout 2, c'est ça encore une fois, c'est des gros personnages. C'est pas des Ouais. petits personnages. C'est pas une petite série. Tu prends Predator, qui est quand même, on s'entend, une franchise qui est reconnue. Puis tu as Black Panther, qui était hyper popularisé, entre autres par les films de Marvel Studios. Puis là, tu les mets ensemble, sacrément. Puis t'es pas capable de trouver un artiste qui va... Puis c'est peut-être une question de temps aussi. Puis d'allouer du temps Mais- pour une série qui suit. Tu sais. C'est une mini-série, c'est même pas time sensitive. Là. Mettons, c'est cette ça, y a personne qui mini-série-là, elle serait l'attendait. sortie Non, 5 non. mois plus tard. Là. Ça Exact. n'aurait pas fait un pli sur la poche de personne. Personne ne l'attendait. tu sais. Ben, peut-être que dans le calendrier, il fallait que ça sorte avant la nouvelle. Puis là, tu sais, Oui, on- mais tu sais, attends qu'il ait fait les 3 quarts de la job avant Mhm. de l'annoncer, puis t'en auras pas de problème. Ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est bizarre qu'il y ait autant de dessinateurs sur la même série. Puis des dessinateurs qui sont pas particulièrement... qui n'ont pas de facture intéressante. Moi, je trouve ça excessivement chargé. Les premières pages, là, tu sais, il fallait que je recule mon iPad pour essayer de comprendre c'était quoi la composition, parce que Ouais, l'ancrage ouais. est all over the place. Tu sais, au niveau de la coloration même, c'est plutôt... tu sais, il n'y a rien qui guide ton œil. Puis à la fin, on dirait qu'il abandonne. Là. Tu sais, quand il faut faire ça dans les mines de Wakanda, le gars, il dit « Hey, je peux mettre du bleu pâle puis du bleu foncé. Nice, parce qu'on est dans les délais. Là. On est vraiment dans les délais. Tchac, 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 c'est fait. Là. C'est pas... Tu sais, ça méritait plus. Comme Ouais, rang. puis c'est des raisons qui font que les crossovers ont... Mauvaise réputation. C'est ça. Mhm. Tu sais, si Mhm. tu mets pas le temps puis l'effort à le rendre comme il faut, avec tu sais, deux franchises importantes, ben c'est ça qui arrive. Là. Mhm. On a quelque C'est un chose peu de... décevant, puis décevant. là tu fais comme ben, ça va être poche de même tout le temps, blablabla. Puis je trouve ça poche pour Benjamin Percy, parce qu'encore une fois, c'est pas quelqu'un qui écrit mal de façon Non. générale. Même cette BD-là, je pense pas qu'elle est écrite mal, mais elle aurait mérité à ce que ce soit plus serré un peu plus, là, écrit un peu Ouais. plus serré. Et un des artistes ou un artiste à tout le moins qui aurait pu rendre justice au matériel d'origine. Mhm. Fait que c'est comme une occasion qui est un peu manquée. Mais j'ai trouvé quand même mon compte. Là. Je suis très négatif depuis tantôt, mais je veux dire, c'est pas un Ash vs Predator vs Evil Dead, là, dans ma tête. Là. Non, c'est ça. C'est juste décevant. Ouais. Fait que quelque chose à rajouter? Avez-vous quelque chose à rajouter? Non. Pas vraiment. Tout le monde est déçu. Ouais, c'est Tout le ça. monde est déçu. C'est plate. J'aurais aimé ça. Personne n'a vraiment d'attente. Tout le monde est déçu. Non. Mais je vous dis, on va parler probablement de Predator vs Spider-Man quand ça va sortir. Bon, Ah ouais. C'est ça. rendu là. Rendu là. On va le faire au complet. On est rendu investi. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais j'ai finalement terminé le jeu Hollow Knight, qui est un platformer excessivement difficile, OK. qui est gratuit sur Game Pass. C'est pas le genre de jeu auquel je joue avant. Là. Habituellement, c'est un genre de Metroidvania où il faut que tu ailles dans différentes directions. Mime jeu super bien fait. Je l'ai terminé, j'étais excessivement content. Puis là, après, on m'a dit, ouais, mais il y a genre 4-5 fins.
Puis là, je suis allé les voir sur YouTube. Je dis non, là, c'est assez. Pourquoi t'as pas recommencé du début? Non, en fait, c'est que tu n'as pas à recommencer du début, mais il y a des zones excessivement difficiles qu'il faut que tu traverses pour pouvoir compléter le jeu. Puis c'est un niveau que moi, je sais que je serais pas capable. C'est des niveaux, j'appelle ça les niveaux de pic-pic, là, que tu pognes le pic puis tu meurs. Là. Moi, ces niveaux-là, je peux pas faire ça. Des espèces de niveaux de saut, là, je suis pas bon. J'ai pas de réflexe, puis je viens vraiment fâché. Fait que j'ai gardé la première fin, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré. Si vous aviez des doutes, il est disponible sur Game Pass, il est disponible sur d'autres plateformes aussi. Pour vrai, là, ça vaut la peine. Ça vaut que j'ai joué à ça. T'as joué à Hollow Knight? Ouais. Ah oui? Mais j'ai pas fini. Au début, c'est trop tough. Quand tu te garoches, t'as l'impression que ça va être un jeu où tu peux juste te garocher, mais il faut que tu times tes attaques. C'est souvent comparé à un genre de pas Demon Knight, mais tu sais, les jeux que Jake aime beaucoup, là. Les jeux excessivement difficiles là, qui Bloodborne. Ouais. C'est ça, c'est un peu un Bloodborne, mais 2D. OK. Donc, on est dans... je me mélange, excuse. Moi, c'est Ori and the Blind Forest que j'avais joué. Mais c'est un peu le même genre de platformer aussi. OK. Avec le petit bonhomme, tout. Fait que, tu sais, je pense que c'était tough aussi, puis j'avais pas fini. Le lore de ce jeu-là est super, en passant. Si vous avez tente, il y a des vidéos qui expliquent le lore aussi. Puis en le jouant, tu sens le monde. Tu sais, en 3D, c'est très enfantin, guillemets, mais je dis ça de façon non péjorative. Mais ça vaut la peine. Anyway, je parle d'Hollow Knight, je peux parler d'Hollow Knight. On a parlé de Predator vs Black Panther, c'est terminé. Merci Simon, merci Laurent, merci à vous à la maison. Si vous avez la chance de contribuer au Patreon des Mystérieux Étonnants, le lien dans le descriptif. On demande aussi des messages vocaux si vous laissez un message pour la semaine prochaine. Et c'est ça, cette semaine, il y a une bifurcation qui sort. Ça va être sur Basic Instincts. Puis on se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Bye bye. Bye.